Écho. Vendredi thématique sur Europe 1. Cette semaine, on se penche sur l'école. Plus que jamais, je pense que vous l'avez saisi à l'écoute des reportages, des invités qu'on vous a proposés ce matin. L'école au défi de l'entrisme islamiste, 202 ans après l'assassinat du professeur d'histoire géo Samuel Paty, devant son collège de Conflans-Sainte-Honorine. Deux invités de choix pour ce club de la presse européen ce matin. Bonjour Philippe Val. Bonjour Dimitri. Vous êtes notre signature européen, européen et européen aussi. Nous avons aussi le plaisir de recevoir ce matin le professeur Yanis Roder. Bonjour Yanis Roder. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes, comme l'était Samuel Paty, d'ailleurs prof d'histoire géo, depuis 22 ans en réseau d'éducation prioritaire. Vous dirigez l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes aussi membre du Conseil des sages de la laïcité de l'éducation nationale. Vous nous expliquerez ce qu'est cette entité. Et vous venez de publier un ouvrage, La jeunesse française, l'école et la République. C'est aux éditions de l'Observatoire. Vous expliquez dans votre livre, Yanis Roder, qu'il y a une incompréhension croissante parmi les élèves de ce qu'est la laïcité. Ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est que vous dites, c'est pas seulement culturel, c'est pas, allez pour faire simple, disons les choses, c'est pas les Maghrébins qui comprennent pas ce qu'est la laïcité française, c'est générationnel. Oui, c'est générationnel. Effectivement, on s'aperçoit, j'ai beaucoup travaillé pour mon livre sur des études de sociologues, sur des enquêtes que nous avons faites notamment à la Fondation Jean Jaurès, et on s'aperçoit qu'on a tout un pan de la jeunesse qui ne s'appuie plus ou ne comprend plus ce qui fait le socle de notre République, et notamment cette question de la laïcité, et qui est beaucoup plus versé vers un modèle anglo-saxon, pour dire les choses très clairement, états-unien en fait, nord-américain, avec cette idée, si vous voulez, que, eh bien, on est déterminé, finalement, parce qu'on est à la naissance dans nos familles, et qu'on reste cela tout le temps, on ne peut jamais se dégager de ces déterminismes, notamment culturels ou religieux. Voilà, alors que la République française fonctionne autrement. Mais qu'est-ce que, en fait, les élèves ne comprennent pas dans ce qu'est la laïcité? D'ailleurs, qu'est-ce que c'est la laïcité? Alors, vous savez, pour les élèves, on se rend compte que même pour des adultes, c'est difficile à comprendre. Pour des élèves, quand vous parlez aux élèves de la laïcité, souvent, pas systématiquement, mais souvent, la première réaction, c'est de dire, la laïcité, c'est une interdiction. Voilà, donc c'est une privation de liberté, c'est-à-dire la liberté de m'habiller comme je veux. Voilà, venez comme vous êtes de la chaîne de fast-food que vous connaissez. Laïcité, c'est le faux nez de l'islamophobie. Voilà ce qu'on entend souvent. Oui, alors là, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais donc, qu'est-ce que c'est que la laïcité? La laïcité, en tout cas la laïcité de l'école, c'est la possibilité offerte de l'émancipation. C'est-à-dire que, pourquoi l'école est-elle laïque? Parce que la République pense qu'il faut fabriquer des républicains. Et pour fabriquer des républicains, il faut offrir la liberté et la capacité à chacun de se construire soi-même en sortant des déterminismes qui sont les nôtres. Je range mon crucifix, j'enlève mon voile, voilà. Et je vais à l'école. Vous n'êtes plus à l'école l'enfant de vos parents, vous êtes un élève au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il va s'élever, et s'élever d'abord intellectuellement. Oui. C'est cette liberté, c'est cette possibilité de la liberté, parce que vous en faites ce que vous voulez, mais c'est la possibilité de cette liberté qui est offerte par l'école, parce que l'école de la République, et ça c'est très important, ne demande pas l'adhésion, elle propose, et c'est vous qui disposez. Voilà, seulement ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Philippe Val, vous avez vu, alors il y a cette note des renseignements territoriaux, l'éducation nationale aussi, qui nous donne les chiffres des atteintes à la laïcité, d'ailleurs très sous-estimées, vous dites Yanis Roder. Je vous rends la parole dans un instant, mais Philippe Val, quand on voit des jeunes filles se présenter à l'école habillées en abaya, cette robe noire traditionnelle, on va dire plutôt tendance salafiste, frères musulmans, des garçons qui mettent le camis, pareil, le pantalon rituel, et alors qu'ils sont pas dans une opposition frontale, disons qu'ils vont chercher à feinter le CPE. Voilà comment ils disent les jeunes. On va tricher, on va mettre une ceinture, ça se verra peut-être pas trop que c'est un vêtement religieux, ça va passer. Mais on teste, il y a cette volonté de tester. Oui, alors ça provoque une attitude, évidemment, d'hostilité de la part des laïcs. Ils disent on ne peut pas s'habiller comme ça à l'école, et en même temps on a l'impression de vouloir protéger des gens contre eux-mêmes. Et c'est ça qui est compliqué. C'est de leur dire mais vous portez des signes de soumission, et l'école n'est pas un lieu où on est soumis en fonction de son sexe, ou en fonction de son origine, etc. On est égaux, libres, et on est libre d'avoir accès aussi au savoir, parce que finalement, ce qui est important dans cette entrée et ce qui est dramatique dans cette entrée de la religion à l'école, c'est que ce sont les savoirs qui sont menacés, dans leur autorité, savoir scientifique, savoir philosophique, etc. Et parce qu'atteinte à la laïcité, vous voulez dire qu'il n'y a pas que le fait de porter un vêtement, c'est qu'il y a remise en cause de certains enseignements. Absolument, et il y a quelque chose de très, que j'ai lu dans le livre de Yanis Roder, par exemple, il y a un concours d'éloquence, sur la laïcité qui a été organisée en 2022. Et des enfants ont travaillé là-dessus, disent la laïcité, c'est le cercueil des femmes.
C'est d'une ignorance hallucinante, parce que la laïcité a permis, à partir de 1905, l'émancipation des femmes, qui n'étaient pas émancipées pour des raisons religieuses. Sans la laïcité, il n'y aurait jamais eu l'égalité homme-femme. Sans la laïcité, il n'y aurait jamais eu le droit à la contraception, il n'y aurait jamais eu le droit à l'avortement, il n'y aurait jamais eu le compte en banque, il n'y aurait jamais eu le droit de vote. C'est vraiment le contraire. C'est donc quelque chose contre... Comment faire pour lutter contre cette ignorance? Alors effectivement, il y a la force aussi des arguments qui sont opposés, l'évidence de la simplicité consistant à dire mais après tout, pourquoi on embête un jeune qui vient avec un habit rituel? Chacun a le droit de s'habiller comme il veut, après tout. Alors je voudrais vous faire entendre une voix, c'est celle d'Elias Dimzalen, il est fondateur du média Islam et Info. C'est un islamiste notoire ce monsieur, hein. Son site est un site communautaire qui recense les actes dits islamophobes en France. Notre journaliste européen David Montagnier s'est entretenu par téléphone avec lui. Et voilà ce que lui a dit Elias Dimzalen. Écoutez. On est dans un pays où dans la plupart des lycées on peut avoir une pause cigarette. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir une pause prière pour ceux qui le veulent et qui le souhaitent. Je ne pense pas qu'il faille y voir là un danger, mais simplement un changement de paradigme, un changement de société dans lequel on verrait des jeunes femmes porter le crop top et d'autres le hijab et vivre ensemble, bien que cela puisse déranger des personnes un petit peu plus âgées. Mais en mai 68, on a vu la même chose. Il faut accepter que ça se repasse à nouveau, autrement à notre époque. Voilà Yanis Roder. Je vous laisse réagir à ce propos. Oui, ce sont des éléments de langage qu'on connaît quand on connaît cette sphère politico-religieuse. C'est-à-dire qu'on met tout sur le même plan, comme si un crop top avait la même signification et la même nature qu'une abaya et le voile dit islamique. Mais c'est quoi la différence, hein? La différence, c'est que... Demandez aux Iraniennes la différence. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que les Iraniennes nous montrent aujourd'hui que le voile, en tout cas qui est obligatoire en Iran, c'est un objet politique en fait. Parce que le voile est un signal politique, est un projet de société. Le crop top, c'est pas un projet de société. Le voile, c'est un projet de société de stricte séparation des hommes et des femmes. Et il faut lire, par exemple, ce que dit Golshifteh Farahani, cette actrice française d'origine iranienne, qui dit en Iran, la femme est coupable par essence, est coupable par nature. C'est à cela que renvoie ce type de vêtements. C'est cette culpabilité féminine permanente par essence. Voilà, ça c'est un modèle de société, c'est un projet de société. Parlons maintenant de ce qui se passe aujourd'hui à l'école, Yanis Roder, parce que dans votre livre, on a des témoignages, vous avez vu des choses assez stupéfiantes. D'ailleurs, vous, en tant qu'enseignant, est-ce que vous avez reçu des consignes pour l'hommage à Samuel Paty? J'ai vu que les établissements scolaires étaient simplement invités à honorer sa mémoire ce vendredi, ou bien lundi, puisqu'en fait, l'anniversaire, vraiment, c'est dimanche. Invités, on fait ce qu'on veut. Oui, alors la semaine dernière, nous avons reçu dans nos boîtes mail professionnelles, effectivement, non pas des consignes, mais une invitation à la réflexion sur ce que nous pouvions faire en classe aujourd'hui ou lundi. Mais vous savez, chaque classe est différente et chaque classe vit un contexte particulier. Je ne sais pas si vous avez cours peut-être, mais... Non, alors bon, aujourd'hui, il se trouve que ce vendredi-là, je n'ai pas cours, mais je ferai quelque chose lundi avec mes élèves, bien sûr. Et chacun est libre d'adapter, de faire ce qu'il entend dans sa classe. Et si ça se passe mal, si vous avez un élève qui dit il a bien cherché Samuel Paty? Eh ben, alors, ça m'est déjà arrivé, hein. Alors pas sur Samuel Paty, mais ça m'est arrivé sur Charlie Hebdo. Eh bien, non seulement il faut réagir, il faut faire parler aussi l'élève, hein, parce qu'il faut pas le laisser avec ça. Il faut lui dire qu'est-ce que tu veux dire par là, qu'est-ce qu'il y a derrière tes idées, vas-y, exprime ce que tu veux dire. Voilà. Et une fois que tout cela a été fait, le prof est là pour remettre les choses en place. Ça n'empêche pas qu'il faut ensuite signaler, parce que ce que dit l'élève, vous savez, moi, je pense aussi souvent à la protection de mes élèves, à les protéger. Et quand un élève dit ça, c'est jamais anodin. Et il y a peut-être des choses derrière qui sont en train de se passer pour lui et qui peuvent être graves. C'est quand même. Et alors, on peut tirer peut-être le fil de ce qui se passe aussi les mouvements scolaires. Vous qui avez lu le livre de Yanis Roder, Philippe Val, on voit qu'il y a une nouvelle répartition à Paris des élèves, notamment en classe de seconde, pour promouvoir justement la mixité, pour casser un peu la ségrégation, parce qu'on voit que ces questions de vêtements religieux se posent pas dans tous les établissements. Il y en a où c'est très prégnant, d'autres pas du tout. Et alors, on voit que quand on mélange des élèves de différents quartiers, c'est l'incompréhension. Vous avez des élèves qui vont dire mais pourquoi l'autre moitié là nous embête? Incroyable. Ouais. Pourquoi c'est ça, dire tout le temps c'est sacré, c'est sacré avec stupéfaction, parce qu'on voit bien qu'il y a un fossé. Et là, on voit bien le séparatisme. C'est-à-dire des gens ne parlent plus, des mômes ne parlent plus la même langue. Ils sont dans deux univers différents. Et évidemment, dans les quartiers
où la religion n'est pas prégnante, où les gosses sont éduqués dans l'indifférence, finalement, ils font ce qu'ils veulent, mais ils sont obligés à rien. Ils ne comprennent pas ces enfants qui arrivent et qui sont religieux, qui sont stricts, qui sont puritains. Ils sont intimidés alors par ceux qui poussent? Moi, je pense que ce qui prime, ce qui est là-dedans, c'est la peur. Il y a quelque chose qui est très grave, qui s'installe à l'école pour les profs et pour les élèves, c'est la peur. Yanis Roder, on va terminer là-dessus. Vous faites partie, je le disais, du Conseil des sages de la laïcité de l'éducation nationale. Belle entité, enfin le nom est quand même impressionnant. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qui a changé depuis l'assassinat de Samuel Paty? Alors d'abord, je voudrais dire que le Conseil des sages a été mis en place par le ministre de l'Éducation nationale précédent, Jean-Michel Blanquer, et qui est dirigé par la grande sociologue Dominique Schnapper, avec qui c'est un immense plaisir de travailler. Le Conseil des sages a aidé, a participé à la mise en place d'un très grand de plan national de formation qui doit former en 4 ans le million de fonctionnaires de l'éducation nationale sur les questions sur les questions des valeurs et des principes de la République. Ils sont pas au clair, les profs, hein, pas tous. Hein. Manque de formation, parce qu'on a pensé que la laïcité était une évidence, si vous voulez, et puis on a arrêté de réfléchir dessus. Moi, je suis passé par ce qu'on appelait à l'époque les IUFM, aujourd'hui on appelle ça les INSPE, plein d'acronymes dans l'éducation nationale, c'est pire que l'armée. Et donc, on ne m'a jamais dit, on m'a dit une fois que j'étais fonctionnaire, on m'a jamais dit ce que ça voulait dire. Et alors la laïcité, moi je me suis formé tout seul. Et donc les jeunes enseignants qui rentrent ont ce problème-là. Je l'ai vu, moi, j'ai vu leur désarroi au moment des épisodes de Mohamed Merah, Charlie Hebdo, évidemment. 13 novembre, évidemment Samuel Paty. J'ai vu le désarroi de mes collègues. Donc le Conseil des sages œuvre à la formation et également a fait en sorte, avec la Direction générale de l'enseignement scolaire, de mettre en place une épreuve sur ces questions-là à tous les concours de recrutement de l'éducation nationale. Voilà, lisez le livre de Yanis Roder, c'est passionnant, La jeunesse française, l'école et la République, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci aussi Philippe Val. Voilà, toute la rédaction d'Europe 1 s'associe à moi pour vous dire combien elle a été fière de vous présenter ce vendredi thématique qui va se poursuivre d'ailleurs dans Europe Midi avec Romain Desarbres et ce soir avec Pierre Devineau. Je vous invite aussi à réécouter l'entretien de 7h10 avec Bernard Rougier sur europe1.fr et votre appli Europe 1.